Monsieur le Président de la République, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs et Dames les hauts cadres de l'État, mes chers travailleurs et travailleuses de Guinée, nous allons présenter le manifeste de ce 1er mai. Le 1er mai est célébré chaque année à travers le monde pour saluer la mémoire de ces syndicalistes américains qui ont sacrifié leur vie un certain 1er mai 1986, donc il y a de cela 129 ans, pour sortir l'esclavagisme des bureaux, ateliers et laboratoires, pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Ici comme ailleurs, cette fête a été toujours mise à profit pour nous incliner sur la mémoire de certains autres syndicalistes tombés sur le champ d'honneur en défendant les intérêts légitimes et légaux des travailleurs. Cette date est aussi une occasion pour permettre aux syndicats d'ouvrir son cœur et de parler de vive voix des multiples problèmes qui assaillent le monde du travail. Pour cette année, le mouvement syndical guinéen a choisi comme thème central 3 mots, tous aussi importants les uns que les autres, dont le contenu en dit long sur les préoccupations essentielles du moment. Ces 3 sont Ebola, insécurité et paix. En effet, il vous souviendra, mesdames et messieurs, que le mouvement syndical guinéen, à l'occasion de la fête du 1er mai 2014, avait pris la décision responsable de surseoir à toute manifestation en dédiant la journée du 1er mai à la méditation et au recueillement pour honorer la mémoire de toutes les victimes de virus Ebola. Victimes au nombre desquelles figurent plus d'une centaine de travailleurs et travailleuses du personnel soignant de nos hôpitaux qui ont perdu leur vie en restant en première ligne face à cette épidémie devenue par sa brutalité une véritable catastrophe humanitaire. Cette épidémie qui s'est déclarée en Guinée au moment où on ne lui connaissait encore aucun remède efficace, faisant des ravages dans tous les milieux, s'est révélée la plus grave et la plus meurtrière des calamités que notre pays ait connues. À l'époque, le manque d'informations sur le processus d'évolution de cette maladie et les symptômes qu'elle engendre avaient favorisé la contagion et la rapide propagation, tuant des centaines de personnes par semaine. Nous nous souviendrons toujours de ces compatriotes qui ont payé les lourds tributs d'une déficience sanitaire avec un manque criard d'équipement au moment où 60 à 90% des malades confirmés mouraient. Nous nous souviendrons toujours de ces compatriotes qui ont payé les lourds tributs d'une déficience sanitaire avec un manque d'équipement au moment où 60 à 90% des malades confirmés mouraient. Nous nous souviendrons également du plan d'action des autorités qui avait programmé l'échéance du 15 avril 2015 pour arriver à bout d'Ebola dans notre pays. Mais hélas, Ebola est toujours dans nos murs, traînant avec elle son lot d'angoisse et de menaces qui ont fait fuir la presque totalité des investisseurs et amenuisé toute chance de création de nouveaux emplois. Le mouvement syndical guinéen va donc s'engager à lutter de façon déterminante à l'éradication totale de cette maladie dans notre pays.
L'insécurité, comme on l'a dit dans notre discours, s'est imposée comme une fatalité, n'épargnant ni ville, ni village, ni le moindre axe routier. Qui d'entre nous ne se sent-il pas menacé devant l'ampleur du phénomène? Nous attendons toujours l'engagement de l'État de traduire en actes concrets les multiples accords tripartites signés à cet effet. Nous restons surtout confiants dans la mesure où rien, surtout rien, ne pourra prospérer dans un pays qui n'a pas la moindre garantie de sécurité. La paix n'a jamais été un vain mot, étant la sève nourricière de la construction d'un État de droit, mais aussi la fondation sur laquelle repose une nation. Aujourd'hui, malheureusement, après avoir été le modèle de construction de la démocratie et de la paix à travers le monde, nous sombrons dans un état délétère où les politiciens de tous bords ont pris le pays en otage, portant des messages destructeurs de la communauté et de la solidarité. Le syndicat n'oubliera jamais que c'est dans ces installations, précisément à la Bourse du Travail, qu'ont eu lieu tous les conclaves à l'origine de la création du mouvement social et que furent scellées toutes les alliances qui ont permis à notre pays de s'exprimer et de sortir des masses immenses et des tares qui avaient compromis son développement. Ce qui est surtout regrettable, c'est que ce sont encore les mêmes qui étaient autour de la table avec la même motivation et les mêmes objectifs qui aujourd'hui violent les pactes et les engagements, remettant même en cause les principes de base et les fondements de la nation. Le refus de dialoguer n'est-il pas à l'origine des violences aveugles et contrôlées et incontrôlées qui transforment notre société en véritable jungle? Aujourd'hui, on tient cette opposition d'idées, des politiques, comme cause de la déchéance de notre société, sans mesurer les très hauts risques de voir demain ces conflits prendre d'autres allures et détruire notre République comme ailleurs. Aujourd'hui donc, la nation nous interpelle, ce qui du coup nous impose ce devoir légal et légitime qui est celui de prendre tout le courage en main afin d'inviter tous les partis comme cause de la déchéance de notre société, sans mesurer les très hauts risques de voir demain ces conflits prendre d'autres allures et détruire notre République comme ailleurs. Aujourd'hui donc, la nation nous interpelle, ce qui du coup nous impose ce devoir légal et légitime, qui est celui de prendre tout le courage en main afin d'inviter tous les partis politiques, majorité et opposition, sinon gouvernement et opposition, à arrêter de prendre le peuple en otage, tout simplement pour des intérêts personnels et égoïstes. Cette volonté de parer au pire nous oblige surtout, au regard de l'étendue des pertes matérielles et humaines déjà subies et qui ont joué en faveur d'un État déliquescent et des populations au bord du gouffre en matière économique. Désormais, en tout cas, personne ne nous convaincra que tuer la République est la seule solution pour garder le pouvoir ou le conquérir. Il n'est un secret pour personne que de l'histoire de nos nations, tous ceux des politiques qui ont cru en cette forme d'escalier pour accéder au pouvoir sont soit en prison au CPI, soit dans un coin de cimetière, sans jamais tirer le moindre profit du pouvoir qu'ils ont continué à polluer.
Nous invitons donc toutes les parties à revenir en toute confiance et en toute conscience autour de la table, dans l'objectif de privilégier désormais le dialogue et la concertation, car c'est seul à ce prix que nous saurons construire la famille plurielle et participer tous ensemble à l'avènement d'une Guinée unie et prospère. Nous invitons également toutes les institutions de la République, médiateurs de la République, Conseil économique et social, Assemblée nationale, etc. Et tous ceux dont la voix porte à s'impliquer avec détermination pour permettre une sortie rapide de crise. Nous en appelons aux institutions internationales pour qu'elles prennent part à la mise en œuvre de ce dialogue afin d'éviter d'être les observateurs d'une situation sans lendemain dans notre pays, alors qu'elles ont toujours joué un rôle déterminant quand il s'est agi de ramener la paix partout à travers le monde. Pour finir, le mouvement syndical guinéen n'acceptera pas la destruction du bien commun qu'est la Guinée par une poignée d'individus convaincus d'avance que nous n'avons aucune chance de trouver où nous exiler, où nous réfugier si notre chère patrie flambait. Nous rappellerons d'ailleurs que suite à nos états généraux tenus en 2007, nous attendions à tellement d'unité parmi les membres qu'il était impensable que ces politiciens ne se retrouvent pas dans le même gouvernement après les élections présidentielles de 2010. En tout cas, quant à nous, nous investirons à fond pour éviter à notre peuple et à notre nation la survenue d'une guerre civile aux conséquences imprévisibles. Vive la solidarité syndicale, vive la paix et l'unité nationale, vive le mouvement syndical guinéen, que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci au général Louis Massoma. Je viens de vous présenter le manifeste central syndical. Donc vous allez encore accepter une certaine patience. Le chef de l'État, monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé, va s'adresser à la classe ouvrière de Guinée. Je vous remercie. Son Excellence, monsieur le président de la République, s'il vous plaît. Messieurs et mesdames, les responsables des institutions républicaines, messieurs les leaders syndicaux, messieurs et madame les responsables du patronat, ce 1er mai se fête dans la tristesse. En effet, ce 1er mai, nous le célébrons au moment où notre pays est plongé dans la crise la plus grave qu'un pays africain a connue. Et c'est là, au moment où il y a une crise internationale grave. En effet, cette crise, c'est l'Ebola. Pourquoi l'Ebola s'est développé en Guinée? Il y a eu l'Ebola au Congo-Brazzaville, mais du fait de l'équipement du pays, le président Sassou Nguesso a fait encercler la sous-préfecture, donné à manger et soigner les malades, et l'Ebola s'est arrêté dans cette sous-préfecture et ne s'est pas étendu sur tout le Congo.
Pourquoi l'Ebola s'est étendu en Guinée? Il est temps que le peuple de Guinée connaisse la vérité. Que ce soit au niveau des partis politiques ou des syndicats, il y a trop de démagogie, trop de déclarations pour se faire applaudir et se faire plaire. Voilà notre tard. On n'a pas le courage de parler aux travailleurs, de dire la vérité. On fait la démagogie pour se faire applaudir. L'Ebola a commencé à Guéguidougou. On ne sait pas encore qu'est-ce que l'Ebola 1, c'est-à-dire le premier. On dit que c'était un bébé, on ne sait pas. Le médecin qui a soigné est tombé malade. Il est parti en Massanta. Son collègue qui l'a soigné est tombé malade et tous les deux sont morts. C'est en ce moment qu'on a commencé à se poser des questions. Pourquoi? C'est d'abord une des premières tares de notre pays. Nous n'avons pas de mémoire. Nous sommes des démagogues. La colonisation n'a pas fait que du mal. La colonisation nous a fait souffrir. Mais la colonisation aussi a laissé des choses qui pouvaient nous servir. Dont l'Institut Pasteur de Pretoria. Tous les vaccins contre les serpents les plus dangereux étaient faits là-bas. Le PDG est venu, révolution, en bas l'impérialisme, on a tout jeté en l'air et on n'a plus de laboratoire pour pouvoir trouver les virus. Voilà la première réalité. Nous ne sommes pas, notre système hospitalier n'était pas capable de trouver les virus. Il a fallu que des médecins meurent à l'hôpital, donc à l'hôpital équipé, pour qu'on commence à se poser des questions. Il a fallu envoyer le virus à Dakar, à l'Institut Pasteur, pour savoir que c'était l'Ebola. Mais c'était trop tard. L'Ebola avait déjà atteint Conakry. Parce que nous avons hérité d'un système sanitaire obsolète. Alors que pendant la période coloniale, la Guinée avait un des systèmes hospitaliers les meilleurs. Qui ne se rappelle? Vous êtes trop jeune. Mais à l'hôpital, les pauvres, on les soignait, on les appelait les indigènes. On les soignait gratuitement. Mais le PDG est venu. Au lieu de laver le bébé et de jeter l'eau sale, on a jeté le bébé avec l'eau sale. Voilà une première vérité. La deuxième vérité, le PDG, il y a eu le camp Boiro, il y a eu les arrestations, il y a eu la dictature, mais aussi le PDG a laissé des usines, plus de 100. Les FAPA, revus et corrigés, auraient pu permettre à la Guinée d'avoir l'autosuffisance alimentaire. Nous avons la chance en Guinée qu'aucun pays africain n'a. La base Guinée seule peut nourrir toute la Guinée pour le riz. La base Guinée seule. La forêt seule peut nourrir toute la Guinée. La Haute-Guinée seule peut nourrir toute la Guinée. Nous avons 3 régions qui chacune prise individuellement peut rendre la Guinée autosuffisante alimentaire. Pourquoi nous importons 300 000 tonnes de riz? Ceux qui s'intéressent à la lecture, à l'histoire, ce qui n'est pas le cas de la grande majorité des cadres guinéens, contrairement aux cadres sénégalais, ils auraient su que le gouverneur Roland Pré avait fait un plan de développement qui aurait permis à la Guinée d'aller très loin. Lorsqu'il a constaté que la France allait perdre la guerre d'Indochine, ils ont décidé de faire de la Guinée le grenier de l'Afrique, de l'Union française. Ça veut dire quoi l'Union française? L'Afrique de l'Ouest, l'Ouest, l'AIF, plus les colonies. C'est en ce moment qu'on a commencé à faire des implantations de Monchon et autres, etc. Mais, lorsque, ensuite, le colonisateur français avait fait toute l'étude pour le barrage de Kounkouré, tous les plans étaient prêts, y compris les aménagements agricoles. Mais, les conditions dans lesquelles nous avons pris l'indépendance, dont l'Afrique était très fière, a amené le gouvernement français à avoir une attitude totalement contraire à toute forme d'humanité. Ils ont emporté les plans. Donc,
on ne pouvait plus faire le barrage de Koungkouré parce qu'il n'y avait plus les plans. Disons, nous n'avons pas créé la monnaie guinéenne parce que nous l'avons voulu. La création de la monnaie guinéenne nous a été imposée parce qu'ils ont voulu assécher l'économie guinéenne. Quand les francs CFA partaient à Dakar, ils ne revenaient plus. Donc la Guinée va se retrouver sans liquidité. C'est ça qui a amené la création de la monnaie guinéenne. L'Union soviétique a repris pour faire le barrage de Koungkouré avant le barrage d'Assouan en Égypte. Mais lorsque la classe des travailleurs a voulu, les enseignants ont présenté un mémorandum qui ne présentait que des revendications justes. On a crié au complot communiste, on a chassé les Russes, donc eux aussi, ils ont abandonné le barrage de Koungkouré. Sinon, on aurait eu le barrage avant le Ghana à Kousombo. Voilà les vérités. Mais, lorsque la deuxième république est venue, on a dit aussi, économie étatique, etc., il faut privatiser, On faisait privatiser dans un pays où il n'y a pas de riches, des gens qui peuvent acheter. Lorsque Chirac a voulu privatiser en France, Balladur, ministre de l'économie, a violé les règles du système capitaliste. Parce que les règles du système capitaliste, ça veut dire que quand tu veux vendre une usine privatisée, c'est le mieux disant que tu dois l'emporter. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pour que les entreprises françaises ne soient pas contrôlées par les étrangers, il a fait ce qu'on a fait le noyau dur. C'est-à-dire, il a dit que 33% des actions doivent être réservées aux entreprises françaises, ce qui est contraire à la loi capitaliste. Mais il a eu raison, parce qu'il a voulu protéger l'industrie française. Qu'est-ce que nous on a fait? On va privatiser. Allez, l'État n'intervient plus. Mais privatiser, ça veut dire passer de l'économie, de l'usine appartenant à l'État à l'usine appartenant à des nationaux. Mais quel est le national qui pouvait acheter des usines? Il n'y en avait pas. On n'a pas privatisé. On a dépatrimonisé, c'est-à-dire on a transféré le patrimoine national à des étrangers. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelques mois après, aucune usine ne marchait. La première république a resté plus de 100 usines. Où elles sont ces usines? Elles sont tous fermées. Tous fermés. Pourquoi? Qui est responsable? Faudrait citer les responsabilités. Lorsque j'étais député, le ministre de l'Industrie et du Commerce a dit publiquement l'État n'investira jamais, ne créera jamais d'usine. J'ai dit, monsieur le ministre, n'ayez pas si peur du Fonds monétaire international. Soyez un peu plus courageux. Mais si vous dites que l'État ne va pas créer d'usines, c'est les privés. Mais si on parle de privés pour créer les usines, qui va créer les usines? Un gouvernement intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des investissements qui ne sont pas rentables financièrement. Aucun privé ne va le faire. Il y a des investissements qui sont rentables économiquement, mais pas financièrement. Ils ne le feront pas. Donc, quel est le rôle de l'État? C'est de créer l'entreprise et quand ça devient rentable, de privatiser. Parce qu'en ce moment, il y aura des preneurs. Voilà ce que l'État responsable aurait fait. Non pas se coucher devant les organisations financières internationales qui ont dit, bon, etc., pas d'étatisme, pas de ces États, etc. Mais aujourd'hui, lorsque j'étais dernièrement à Crans-Montana, nous parlons en Suisse, à Davos, la présidente du Fonds monétaire m'a dit, on accuse le Fonds monétaire d'être responsable de l'Ebola. Elle m'a dit, au moins, vous seul, vous m'avez félicité. J'ai dit, non. Ce qu'on veut dire, c'est que l'ajustement structurel que vous avez imposé aux pays africains nous a empêché d'avoir des bons hôpitaux, d'avoir des bons cadres. Parce que quand vous dites privatisation, quand vous dites assurement structurel,
de déflation. Là, il faut licencier des fonctionnaires, etc. Mais on ne peut pas avoir de médecins performants et autres. Donc, l'ajustement structurel a été une des causes principales de retard de l'Afrique. Malheureusement, nos cadres n'avaient pas de courage. Ils se couchaient devant le Fonds monétaire international contre nos propres intérêts. Alors, le président de Malaisie, Mahathir, lorsque le Fonds monétaire lui a dit c'est ça, il a dit non. Il s'est opposé. Il a dit au Fonds monétaire de partir. La Malaisie, grâce à Mahathir, est devenue un des pays les plus avancés aujourd'hui. Parce qu'il a eu le courage de dire, moi je prends mes responsabilités. Je n'ai pas besoin du Fonds monétaire. Voilà comment la Malaisie, parce qu'il avait un premier ministre courageux, pas démagogue, qui parle au travailleur pour qu'il applaudisse, ou qui parle au peuple pour qu'il applaudisse. Il a mené sa politique et la Malaisie est un pays développé aujourd'hui. Donc, nous avons trouvé, quand j'ai été élu président, j'ai dit j'ai hérité d'un pays, pas d'un État. Il n'y avait pas d'État en Guinée. C'était l'anarchie. Quand ça prend à Amadou, il s'arrête en plein milieu de la rue pour parler à sa copine et il a appelé tout le monde de circuler sans la loi. Voilà la Guinée. On attrape un voleur, au lieu de l'amener au commissariat, on le tue, on le frappe à mort. C'est l'anarchie qui s'est installée. En 2 ans, en moins de 2 ans même, il est sorti du trésor plus d'argent que de l'indépendance à la mort du président dans sa rencontre sécurité de son âme. En 2 ans. Quand je suis venu, l'inflation était à 21%. La banque n'avait même pas une semaine d'importation. On n'avait aucun accord avec l'administration nationale. La Guinée n'a jamais été capable de mener à son terme un programme avec le Fonds monétaire international. Donc nous avons été incapables d'avoir le PPTE, alors que les autres pays l'avaient eu depuis avant. Il a fallu donc accepter toutes les conditions du Fonds monétaire international afin de sortir de cette situation pour avoir le PPTE. Et je remercie et je suis fier du peuple guinéen, des travailleurs guinéens et des syndicats à cette époque. Je dis bien des syndicats à cette époque. Je précise à cette époque. Parce que si nous avons eu le PPTE, le gouvernement a travaillé, mais c'est seulement 10%. 60% c'est le peuple, 30% c'est les syndicats. Je l'ai toujours dit, parce que moi je n'ai pas fait de la vérité. Je veux dire la vérité et non pas mentir aux Guinéens. Mais lorsque les leaders syndicaux eux-mêmes commencent à faire de la démagogie pour tromper le peuple, où on va? Nous avons entendu le premier discours du secrétaire général de la CNTG. Il veut montrer qu'il y a une crise internationale. Le prix du fer a baissé de 50% sur le marché. Des pays sont en crise sur le plan international. Et l'Ebola est venu. Il vous a dit, avec l'Ebola, des usines ont fermé, les investisseurs ne viennent pas, etc., etc., etc. Donc, ça veut dire que les ressources, le gouvernement n'a pas de ressources. Parce que s'il n'y a pas d'entreprise, s'il n'y a pas d'investisseurs, où est la douane? Où sont les recettes fiscales? Après avoir entendu ça, de la bouche du secrétaire général de la CNTG, vous avez un autre qui va vous présenter nos doléances, je ne sais pas quoi, etc. Hein? Et voilà, pam, 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 pam. Hein? Hein? Je crois qu'Amadou a parlé sur la planète Mars et l'autre a parlé à Conakry. Parce que sinon, on ne peut pas avoir 2 discours aussi contradictoires, aussi opposés. Maintenant, en venant aux entreprises que vous avez citées, quand je suis venu, j'ai dit aux syndicats, faisons comme l'Allemagne. En Allemagne, il n'y a pas de grève. Pourquoi il n'y a pas de grève? Parce qu'il y a tout constamment un dialogue entre le gouvernement et les syndicats, ils s'entendent toujours. C'est pourquoi il n'y a pas de grève. Et l'Allemagne est aujourd'hui le pays européen
le mieux dirigé. Il n'y a pas de crise en Allemagne. Mais, lorsque je vous ai dit, ne tuez pas la poule aux œufs d'or. Pourquoi FRIA a été fermé? Parce que votre base syndicale a donné le bâton pour nous frapper aux Russes. Ils ont fait une grève incontrôlée qui a permis à Russal de fermer FRIA. Et je vous l'ai dit, vous le savez. Vous le savez, je vous l'ai dit à nos rencontres. Vous parlez de Sotelgui. Le Japon a décidé de nous soutenir, de financer Sotelgui. À combien le financement des dons japonais ont une condition. Il faut que l'État reste majoritaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez donné la majorité de Sotelgui à Télécom Malaysia. Le Japon a retiré ses fonds. Voilà la vérité. Et ensuite, par démagogie, lorsque telle entreprise comme Orange emploie 10 personnes pour le même travail, Sotelgui emploie 100. Comment voulez-vous que cette entreprise marche? Mais là, on n'a pas le courage de le dire aux travailleurs. On préfère que les travailleurs applaudissent. On n'a pas le courage de dire, voilà. Lorsqu'il y a eu la guerre entre l'Allemagne et l'Angleterre, l'Allemagne était sur le point d'envahir l'Angleterre. Le peuple anglais a fait appel à Churchill. Qu'est-ce que Churchill a dit au peuple anglais? Je ne vous promets que des larmes et du sueur et du sang. Larmes, sueur et sang. Mais c'est à ce prix que nous allons vaincre le nazisme. Il n'a pas fait la démagogie. Il y a des Anglais, on va suer. On va avoir. Beaucoup vont mourir, beaucoup vont pleurer. Mais c'est ça qui nous fera vaincre. Et ils ont gagné la guerre. Bien que l'Allemagne avait des V1, V2, etc. Nous savons dans quelle situation est notre économie. Vous-même, monsieur le secrétaire général, vous l'avez dit. Nous savons dans quelle situation est l'économie internationale. Alors, pour satisfaire à vos revendications, nous avons été obligés de renoncer à beaucoup d'autres dépenses de l'État, comme les dépenses d'investissement. Vous le savez très bien. Comment peut-on dire il fait nuit et en même temps dire il y a le soleil? Il faut savoir s'il fait nuit ou s'il y a le soleil. Donc, chacun de nous doit être responsable. Chacun de nous doit dire la vérité. Et quand on ne connaît pas, on ne dit pas. Je suis surpris d'entendre dire il faut redonner le sémaphore parce qu'il y a des preneurs dont le premier preneur. Mais pourquoi il est parti? Est-ce que les syndicats doivent se faire le tapis des gens qui mettent le secteur à terre? Mao a dit qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Quand on ne connaît pas une situation, on n'en parle pas. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables. C'est pourquoi on a fait le code minier. C'est pourquoi on s'est battu pour récupérer Simandou 1 et 2. Parce que Simandou 1 et 2 a été donné par corruption. Et celui qui l'a eu a vendu 51% à 2,5 milliards de dollars à la société brésilienne. Donc 5 milliards. Comment nous allons accepter que quelqu'un ait 5 milliards en Guinée et le peuple guinéen vienne? Non. Et nous savons aujourd'hui que les actions sont menées par lui, les gens sont financés par lui pour déstabiliser. Mais la Guinée ne sera pas déstabilisée. Oui, c'est clair. Donc, chacun doit être responsable. Il ne faut pas mentir aux travailleurs. Il faut leur dire la vérité. FRIA, il y avait un preneur de FRIA à 200 millions de dollars. 200 millions de dollars, un candidat. Tout le monde le sait. On a vendu FRIA à combien? 21 millions de dollars. Pourquoi? Et les contrats, la convention de FRIA, de CBK, pardon. Ousmane, en tant que président de la commission, a refusé de ratifier. Parce que c'était
une convention totalement contraire aux intérêts du peuple de Guinée. Il est vivant encore. On a profité de son absence pour faire adopter. Aujourd'hui, ça fait des mois que nous menons en bataille avec l'USAL sur notre droit. Pourquoi? Parce que nous voulons que les camions frigorifiques, les camions citernes, les camions remorques, qui ont encore pourtant la circulation, ne viennent plus au port, mais qui soient à Kagbelen. Pour cela, il faut faire une voie qui rejoint la voie de CBK pour permettre que le port sec soit désormais le port. À ce moment-là, on n'aura plus de camions citernes, ni de conteneurs, ni de double camions, que vous appelez. Mais, Brissal nous dit, le chemin de fer nous appartient. Mais enfin, le chemin de fer construit par la Guinée sur le sol de Guinée. Mais ils ont raison, parce que ceux qui ont ratifié la convention ont dit le chemin de fer vous appartient. Mais nous avons décidé que tous les chemins de fer en Guinée seront à multi-usage et mutualisés. Donc, maintenant, j'ai convoqué l'ambassadeur de la Russie et dit, voilà la situation. L'État prend ses responsabilités. Un, nous allons rénover la voie Frigia et faire rouler des trains bleus pour qu'il y ait un deuxième train de banlieue qui permette aux gens de moins souffrir dans le transport. Nous allons le faire. Le deuxième, les rails vont partir du port, rejoindre CBK et désormais les camions frigorifiques, les remorques, etc. seront désormais rechargés à Kagbelen. Ils ne viendront plus embouteiller Conakry. Mais il a fallu combien de mois à cause de l'irresponsabilité des gens qui ont ratifié des contrats que même un bébé n'aurait pas ratifié. L'électricité. Le Japon avait donné Tombo 3 et 4 ou 2, je crois. Et ils allaient continuer. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez que les dons japonais, il faut que l'État soit majoritaire. Là aussi, moi, vous avez donné la majorité. J'ai le malheur de ne pas connaître les cadres guinéens. C'est mon frère qui connaissait les cadres guinéens. Parce qu'il était là, il vivait avec eux. Mon malheur, c'est qu'il est mort 4 jours avant mon investiture. Sinon, la moitié des membres du gouvernement n'auraient pas été membres du gouvernement. Parce que lui, il les connaissait. Il savait qui était qui. Iveka m'a dit, dernièrement, ton petit frère est venu me voir à Bamako. Va voir ton frère. C'est un idéaliste. Il ne connaît pas les Guinéens. Ils vont le tromper. Ils vont le mettre dans la farine. Pardon, viens tous les jours, lui donner des conseils. J'ai dit, Iveka, pourquoi tu as attendu qu'on me dise ça maintenant? Pourquoi tu n'es pas venu? Beaucoup de choses se sont faites. Mais je commence à connaître maintenant. Je commence à connaître. Mais je sais aussi être patient. Je disais aux membres du bureau politique du RPG, certains d'entre vous sont plus intelligents que moi. Certains d'entre vous sont plus vieux que moi. Mais j'ai quelque chose de plus que vous tous. Je suis plus patient que vous tous. On parle de démocratie. Mais je vous ferai remarquer que moi, je me suis opposé à la Première République et que j'ai été condamné à mort par contumace alors que je combattais le front. La Deuxième République m'a mis en prison 2 ans et demi. Jamais le RPG n'a participé à un pouvoir, même pas au pouvoir de Kouyaté. Mais pourquoi le pays à terre? Pourquoi on est le dernier alors qu'on avait le premier? Le PIB du Sénégal, c'est 30 milliards. Le PIB de la Guinée, quand c'est arrivé, c'est 2 milliards. Comment pouvez-vous comprendre que le Sénégal, qui n'a que l'Arachide, soit 15 fois plus riche que la Guinée? Il ne faut pas mettre la main sur les yeux des travailleurs. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Moi, je n'ai pas géré la Guinée. Je ne suis pas responsable des usines bazardées. La Guinée a été après l'Éthiopie, le premier pays africain noir à avoir des commandants de bord. Aujourd'hui, elles sont dans un avion. Allez au port.
vous allez voir 10 vedettes 9 qui sont là, qui peuvent nous permettre de gagner beaucoup d'argent dans la pêche. Abu Dhabi vient de nous offrir un avion à 2 hélices. Parce que l'avion que les Français nous ont donné ne peut pas aller très loin. Donc, il faut un avion de 2 hélices pour aller jusqu'à haute mer. Parce que certains pêcheurs pêchent et ils vont en haute mer faire le transbordement. Donc, avec un avion qui part de loin, on peut combattre cela. Mais il n'y a pas un seul pilote guinéen qui peut piloter cet avion. Nous sommes obligés de prendre un expatrié pendant quelque temps, le temps de former un pilote guinéen. Voilà la réalité. Qu'on masque au peuple. Voilà la réalité. Lorsqu'on a tiré sur moi et que j'ai décidé de grader les jeunes qui se sont battus, j'ai gradé jusqu'à adjudant. Adjudant-chef, j'ai dit non, vous ne pouvez pas devenir sous-lieutenant sans aller en formation. Et moi, dit président, on est d'accord. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des colonels qui ne savent même pas écrire leur nom? Il dit justement, je ne veux plus de ça dans l'armée guinéenne. Tout le monde sait, lorsque nous sommes venus, quelle était la situation de l'armée guinéenne. Et aujourd'hui, le peuple a confiance à l'armée. Pourquoi? Parce qu'il y a des armées républicaines. Parce qu'on a fait la réforme de l'armée. Les juges, presque 60 ans après l'indépendance, on n'avait pas de conseil supérieur de la magistrature. Et les juges étaient un des plus grands fossoyeurs de l'économie guinéenne. Parce qu'ils donnaient raison à celui qui avait tort parce qu'il avait donné l'argent. Nous avons créé le conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, il y a des juges qui ont été révoqués. Révoqués. On ne peut pas de publicité dessus. Il y a des juges qui ont été rétrogradés. Donc, désormais, il y a une structure, le conseil supérieur, parce que le président ne peut que suspendre un juge 2 mois, 3 mois. Le conseil supérieur de la magistrature peut le révoquer. Je dis, nous le pouvons. Vous parlez d'insécurité, mais vous dites que le gouvernement n'a pas tenu ses engagements. Mais je ne sais pas si vous êtes à Conakry, ou si c'est la planète Mars. Je me demande. J'ai doté les gendarmes de véhicules blindés. On le voit en ville. J'ai doté les gendarmes de véhicules blindés pour que les gendarmes et l'armée s'engagent à lutter contre les coupeurs de route. Donc, les gendarmes ont maintenant des véhicules pour faire les patrouilles avec l'armée entre Koya et Kindia, Kindia et Mamou, Mamou et Farana, Farana et Dabola, Bouké et Kundara. Alors je suis surpris quand on me dit ici, on n'a pas respecté. Mais pour lutter contre les coupeurs de route, il faut donner les moyens aux militaires, aux policiers, aux gendarmes, s'ils n'ont pas. Ils vont aller comme ça, avec les véhicules blindés. Aujourd'hui, ils peuvent se battre parce que les autres sont des tueurs. Voilà la réalité. Ouvrez un peu les yeux. Bon, pourquoi il y a l'insécurité? Quand on arrête un bandit, quelque temps après, il est dehors de la prison. Avec la complicité de beaucoup. Vous savez, il faut oser dire la vérité au peuple de Guinée. Un peuple n'avance que si ses dirigeants ont le courage de dire la vérité. Le peuple de Guinée est un peuple courageux, qui n'a peur de rien. Le peuple a osé dire non en 1958. C'est un peuple courageux, qui sait accepter la vérité. Malheureusement, beaucoup de responsables ne sont pas responsables. Ce sont de la démagogie. Disons la vérité. Élevons la poule pour qu'il y ait plus d'or que de tuer la poule. Donc, quand je suis arrêté ici, je pense à qui? À ces braves femmes qui sont obligées de quitter à 6 h du matin pour aller au marché, vendre du poisson ou vendre des piments et qui sont les dernières à rentrer chez elles parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation, il n'y a pas beaucoup de véhicules. Je pense à ces jeunes dont certains sont très mal formés. Pourquoi? Parce que chaque ministre qui vient crée une école privée. Chaque ministre qui vient crée une école privée. Et ces écoles privées forment des chômeurs parce qu'ils n'ont pas de niveau.
L'État gaspille l'argent pour financer des universités privées qui forment des chômeurs. Ils forment des gens qui n'ont aucun niveau. Lorsque le roi du Maroc est venu, nous sommes partis inaugurer l'usine de farine. Il m'a demandé, est-ce que vous avez rencontré le responsable d'enseignement professionnel? J'ai dit non. Il a dit au chauffeur, arrêtez. Il dit non, moi je s'attendais que ce soit un endroit où on peut s'arrêter. Et il a fait descendre de l'avion le directeur général d'enseignement professionnel. Il a dit, monsieur le président, l'université forme des chômeurs, il faut développer l'enseignement professionnel. Le ministre de l'enseignement, on a rencontré le directeur général. Le Maroc nous a envoyé des experts. Monsieur le ministre, il faut publier le rapport des experts marocains sur l'enseignement professionnel. Il faut publier maintenant que le peuple guinéen connaisse la vérité. Quand on voit le rapport, on a honte sur ce qu'est notre enseignement professionnel. Heureusement, ils ont accepté de nous accompagner pour avoir un enseignement professionnel plus performant. Désormais, nous allons publier tout. On ne va plus permettre qu'il y ait des intermédiaires entre nous et le peuple pour mentir au peuple. On va publier tout pour que le peuple connaisse la vérité. Sur quoi on est arrivé? Vous me donnez un panier percé et vous voulez que je n'en plus ce panier d'eau. Faut dire au peuple que le panier est percé. Voilà la vérité. Assez de démagogie, assez de mensonges. Il ne s'agit pas de plaindre aux travailleurs parce qu'il y a les élections sociales. Pourquoi? Parce que vous allez les emmener dans l'impasse. Demain, on va tuer la poule aux œufs d'or et il n'y aura plus de poule, il n'y aura plus d'œufs. Vous avez été responsables. On s'est battu ensemble. Je vous ai dit, nous allons gouverner ensemble. Vous n'avez pas été assis là-bas revendiquer, moi là, en train de prendre des bâtons. Vous l'avez fait pendant 3 ans. Pourquoi brusquement le dialogue disparaît et que c'est le peu de force? Que chacun revienne à la raison. Il y a la raison du gouvernement. Parce que les ministres n'ont pas joué leur rôle. Ce qui est vrai, mais c'est la situation de la Guinée. C'est le cas de Guinée. On ne va pas aller chercher des cas sur la planète Mars. Le gouvernement nous a fatigués. Mais s'il plaît à Dieu, nous allons transformer cela en une opportunité pour la Guinée. Mais c'est vous-même qui faites que le gouvernement ne parle pas. Vous dites, le gouvernement c'est faux. Vous cachez les malades. Vous refusez qu'on vous prenne vos températures. Vous dites, non, le médecin, si tu fais ça, il va te donner la maladie. Que chacun soit responsable. La Guinée va avancer. La Guinée va changer. Quand les gens qui veulent se changer, la Guinée va changer. Les moulins nous fait souffrir aujourd'hui. Mais nous sommes des musulmans, des croyants. C'est Porcaria qui nous empoisonne. Parce que quand le Sierra-Leone ferme, les menaces fuient pour venir à Porcaria. Monsieur le ministre, vous pouvez rire, c'est votre préfecture qui nous empoisonne. Mais, s'il plaît à Dieu, nous allons vaincre le Bola. Voilà pourquoi on a dû être les premiers. J'ai passé tout mon temps à sillonner le monde pour qu'on nous aide. On a été les premiers à finir. En forêt, depuis 50 jours, il y a Ebola 0. Ebola 0. Et la forêt est aussi peuplée que le Libéria. Pourquoi, quand je convoquais les gens, parce que je disais l'Ebola c'est une guerre, il faut un chef de guerre, on m'a accusé de mini-management pour les laisser libres. Pourquoi on n'a pas fait le même travail à Forcaya? Si on avait fait ce qu'on a fait à Forcaya, on n'aurait plus d'Ebola aujourd'hui. Mais, s'il plaît à Dieu, nous allons vaincre l'Ebola. Mais avec la participation de tous. Voilà, travailleurs. J'aurais voulu parler autrement ce jour de 1er mai. Mais, on ne doit pas capter la bataille des travailleurs pour la transformer en démagogie. Vous avez dit que 4 ouvriers ont été pendus parce qu'ils avaient eu le courage de mobiliser leur base pour faire face. Un responsable doit être capable de diriger sa base, non pas avoir peur de sa base. Il doit lui dire la vérité. C'est ça qui fait qu'un pays avance. Nous voulons toujours travailler avec les syndicats, comme en Allemagne. Nous voulons discuter. Quand il y a 10 sur la table, on dit il y a 10, qu'est-ce qu'on fait? Mais quand il y a 10 sur la table et que vous allez dire aux gens qu'il y a 20, on va sauter les 10 autres là où? Voilà la vérité. Donc, laissez-nous décider. Ne parlez pas de sémaphore parce que vous ne connaissez pas. Sinon,
on va dire que vous avez été payé par ce monsieur pour venir demander à la fin de la Guinée qu'on lui donne. C'est lui qui a fermé un parti. Il a voulu vendre ça dans le coin de la Guinée. Ça, c'est fini, ça. Aujourd'hui, on respecte la Guinée. Tu fais ça, tu pars. J'ai dit à comme ça, aux milliers, je remercie les milliers qui sont restés. Je leur ai dit, toutes les sociétés de sous-traitants qui sont partis et ne viendront plus en Guinée. Je vais les chasser à l'aéroport. On prendra maintenant des gens qui viennent exploiter chez nous. Dès qu'il y a un moyen de fuir, pourquoi on va les accepter? Alors, messieurs les syndicalistes, faites des enquêtes. Ne vous faites pas complices des ennemis de la Guinée. Quand vous ne connaissez pas, demandez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà ce que je vais vous dire. Je vous félicite pour votre mobilisation. Vous avez fait une mobilisation grandiose. On est fiers des travailleurs guinéens. Mais il ne faut pas oublier non plus que 70% de la population guinéenne est formée par les paysans. Les paysans qui étaient oubliés hier. Parce que le gouvernement avait peur des villes, des grèves. Aujourd'hui, allez demander aux paysans comment ils vivent. Certains d'entre vous ont été au gouvernement, ont été ministres. Alors, moi aussi je vais leur poser la question, mais où est votre bilan? Alors pardon, soyons responsables. Travaillons ensemble pour faire avancer ce pays. Travaillons dans la vérité. Quand un syndicaliste me dit, des gens souffrent, le niveau de baisser. Mais comprenez, il ne sait même pas ce qu'est le niveau de vie. Mais voilà, il ne sait pas. Mais le niveau de vie, c'est le pouvoir d'achat. Alors, quand un fonctionnaire qui touchait 900 000 en 2010, touche aujourd'hui 2 millions et quelques, alors que l'inflation est passée de 21% à 9%, etc., etc., et qui dit que le niveau de vie a baissé. Mon cher, ne trompez pas les travailleurs. Ça ne sert à rien qu'il ait 2 millions. Si avec 2 millions, il ne peut pas acheter le riz pour 1 million. Mais acceptons d'apprendre. Ne soyons pas paresseux. Nous sommes paresseux, nous ne voulons pas apprendre. C'est ça que les Sénégalais ont comme avantage sur nous. Ils sont curieux, ils lisent, ils apprennent. Nous, on est paresseux. Nous sommes paresseux, nous ne voulons pas apprendre. Quand on quitte son ministère ou son bureau, on va courir les petites filles. Voilà, on est content. On n'apprend rien. Alors, il faut restituer le 1er mai dans sa véritable nature, la bataille des travailleurs pour la défense de leurs intérêts et la défense de l'intérêt national. Parce qu'il ne peut pas avoir d'intérêt des travailleurs si l'intérêt national est mis à terre. C'est quand le pays avance que tout le monde avance. Voilà, travailleurs, ce que je venais vous dire. Moi, je ne vais pas vous parler pour que vous votez pour moi démagogiquement. Non, je vous dirai la vérité, que ça plaise ou pas. Parce que c'est la vérité qui fait avancer le pays, pas la démagogie. C'est bien de dire camarade, salut, camarade, salut. Mais moi, je l'ai fait. Quand vous vous couchez sur le gouvernement ici, moi, je fais des camarades, salut. Pendant que certains d'entre vous se couchaient devant le gouvernement ici. Alors, c'est de démagogie. Merci, camarade. Le droit de gouvernement ici. Alors, c'est de démagogie. Merci, camarade.